working environment. And yeah, thank you very much. To follow up on that, you know, the industry needs workable solutions and the academia is working on science and technology. So basically the link is, if you have some knowledge, the industry will not acquire any technology that is not, it doesn't know. So it requires some knowledge, some skills. If you have that, then you are more likely to interconnect with the industry on something functional. That's essential, because on a pilot project, no industry will jump on a pilot project if you don't have engineers or scholars that are working on this system. And then you can match up with this link. This is just an example before we go to our last speaker, and we open the floor to you for questions. And I hope to leave about 20 minutes for questions and hopefully answers. Merci. Je suis désolé que la CGEM que je représente ne puisse pas avoir plus de temps, puisque ça m'aura coûté quand même 3 heures de route pour venir vous voir, essayer de passer des messages. Enfin, je vais essayer de le passer dans le temps qui m'est imparti. Voilà. Par rapport à tous mes collègues, je pense que ce qui est important comme message, je vais essayer de donner une complémentarité. Ce matin, j'ai beaucoup appris avec nos deux présentateurs ce matin, et je vais essayer de complémenter par rapport à quelque chose qui peut-être n'a pas été dit ou assez dit. D'abord, en termes de background, donc je m'appelle Mohamed Lassari. J'ai démarré il y a quelques décennies, donc ça ne nous rajeunit pas, en microélectronique. Et donc j'ai démarré chez ST Microélectronique, jeune ingénieur à la qualité. Et puis 15 ans plus tard, j'étais PDG de cette société. Et ST Microélectronique est implanté à Casablanca. J'ai eu à construire le site de Bouskoura. C'est un site ultra moderne, entièrement automatique, qui a coûté à peu près, sur laquelle l'investissement global doit être aujourd'hui de 800 à 900 millions de dollars. Ensuite, on a créé un centre de recherche à Rabat, en design, donc où il y a eu un projet de 300 ingénieurs, mais finalement, il n'y a que 100 ingénieurs qui travaillent en R&D, en design, en semi-conducteurs. Tout ça pour introduire un petit peu la complexité. Par la suite, PDG, ça m'allait pas trop, parce que j'étais DG, ça m'allait très bien. J'étais opérationnel, ça m'allait très bien. Quand on m'a demandé d'être président directeur général, je suis resté 1 an. Donc, je suis resté 1 an en tant que salarié, et puis 2 ans en tant que président, mais sans être salarié, parce que je m'ennuyais. Franchement, PDG, c'est pas un job que je vous recommande. Ça n'en vaut vraiment pas la peine, parce que vous allez vous ennuyer. Et je me suis ennuyé parce que finalement, il fallait voir les administrations, il fallait assister dans les réunions, il fallait rencontrer les syndicats, il fallait aller partout. C'était vraiment pas intéressant, c'était pas ce qui me plaisait. Et donc j'ai décidé de partir. Et je rejoins tout simplement sur quoi? C'est qu'on était en Californie, entre, je crois, Palo Alto et San José, dans un autobus avec le patron de la CGEM, le ministre, M. Belmokhtar, qui nous a demandé d'être là. Et puis pendant la route, quelqu'un m'a dit, tiens, on a un beau projet qui est l'offshoring, on cherche quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, tiens, c'est une bonne aventure, pourquoi pas? Donc j'ai décidé d'aller faire de l'offshoring, et je me suis retrouvé devant Casanir Shore, pour ceux qui connaissent, qui était un grand chantier, où il n'y avait rien du tout, rien n'était construit, et il y avait des clients qui devaient rentrer depuis 1 mois, et en fait il n'y avait aucun bâtiment. Donc j'ai dû construire, aller chercher les clients, rentrer les clients. Casanir Shore aujourd'hui, c'est plus de 80 000 mètres carrés, je crois, de bureaux. Il y a 12 000 salariés qui travaillent, dont Dell, dont Ubisoft, qui ont créé Prince of Persia. Donc il a été créé par des Marocains et dessiné par des Marocains comme vous, à Casablanca. Ensuite, on a créé Technopolis. Et puis, dans la foulée, on avait un projet technologique avec une société de San José qui était de fabriquer des microcaméras. Bon. Alors, on a fait des études, on a vu Monitor, Booz-Allen et d'autres. Et puis, tout le monde nous a dit, vous n'avez aucune chance. C'est pas la peine. Le Maroc, qu'est-ce qu'il a comme avantage? Fabriquer des microcaméras au Maroc, il n'y a pas d'opticien, ingénieur en optique, il n'y en a pas. Ingénieur en microélectronique, sur cette base-là, il n'y en a pas beaucoup. Les fournisseurs, il n'y en avait pas. Il n'y avait rien. Donc, d'après les meilleurs consultants de la planète, il ne fallait même pas essayer. C'était un échec garanti. On a quand même essayé. On est quand même allé, on a signé un accord et on a créé une société qui s'appelle Nemotech, vous pouvez la voir sur le site internet, qui a fabriqué la plus petite caméra au monde. Je dis bien la plus petite caméra au monde. Elle a démarré sous une licence avec une société californienne qui s'appelle Tessera.
Et puis par la suite, elle a développé avec Sharp, donc au Japon, la meilleure caméra. Et puis parmi ses premiers clients, il y a eu Sony, il y a eu Sharp, il y a eu Samsung, qui ont commencé à utiliser ces micro-caméras parmi les premiers. Donc, cela voulait dire quoi? Cela voulait dire tout simplement que tout était possible. Qu'à partir du moment où on avait une idée en tête, que l'idée était bien conçue, que l'idée était bien pensée, que le business plan était bien fait, parce que je voulais introduire aussi ce qu'on m'a dit, ce que vous allez peut-être faire par la suite, le concept pouvait aboutir. D'accord? Donc il y a cette idée-là. La deuxième idée aussi que je voulais développer avec vous, c'est pas pour faire comme disait mon voisin, il a raison, plus on va dans l'âge, plus on va parler de soi. C'était pas ça mon idée. C'était surtout vous dire que dans votre carrière d'ingénieur, ne soyez pas figé. C'est-à-dire quand vous allez rentrer dans la vie active, vous avez juste une mallette à outils. C'est tout ce que vous avez. Tout dépend de ce que vous allez en faire. Et vous avez suffisamment de compétences et de capacités pour d'abord apprendre, comme ça a déjà été dit, mais changer de métier. N'ayez pas peur d'aller dans de nouveaux métiers. N'ayez pas peur d'aller vers des choses nouvelles, de ne pas vous contenter de dire « je suis ingénieur en génie civil, donc je veux faire du génie civil toute ma vie ». Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie, si on veut réussir, si on veut avancer, il y a des opportunités, il y a des points de croisement. Il faut surtout vous préparer et être apte. Maintenant, les spécialistes de ressources humaines, certains d'entre vous vont aller voir leur patron et lui dire « écoutez-moi, je voudrais mon plan de carrière ». Je vais vous dire, après une trentaine d'années dans l'industrie, il n'y a pas de plan de carrière, ça n'existe pas. Il y a juste une gestion d'opportunités et une gestion de compétences. Et la gestion de compétences commence d'abord par vous, c'est-à-dire que c'est à vous de vous préparer, de vous former et par la suite d'être apte à prendre la bonne décision le moment venu. C'est-à-dire que le jour où vous êtes à un point à décider je vais dans quelle voie, vous êtes préparé à prendre la bonne décision et vous allez prendre la bonne décision. Donc voilà ce que j'allais vous dire. Maintenant, en termes de recrutement, pour conclure, c'est important quand même des choses. Un jour, on était dans un grand conflit entre directeurs. Hein. Je vous dis, c'est même pas les ouvriers, c'était les directeurs entre eux qui se tapaient dessus. Ça existe, c'est comme ça. Sachez que les comités de direction, en général, il y a toujours de la bagarre et ça se tape dessus et chacun veut prendre la place de l'autre, chacun veut élargir son périmètre et ça se passe toujours de cette manière-là. Et donc, il y avait une grosse bataille et on a été, je dirais, invité par notre président, donc quelqu'un de très, très prestigieux qui s'appelle Pascal Pistorio, pour ceux qui peuvent lire sur sa carrière, parce que Pistorio, quand il a pris la ST Microélectronique, elle s'appelait SGS et Thomson, ça valait, je crois, une vingtaine de millions d'euros. Quand il est parti, c'est une boîte qui valait 50 milliards de dollars. D'accord? Donc pour vous dire ce qu'il a fait. Et en fait, quand il nous a réunis, alors je vous assure, je ne suis pas dans le printemps arabe, je ne fais pas de politique, je ne suis pas dans un parti, ce que je vous dis est sincère et vient du fond du cœur. Il nous a regardé, il nous a dit, vous savez, l'entreprise n'est pas une démocratie. L'entreprise, ce n'est pas un parlement, ce n'est pas un endroit où on vote. L'entreprise est un endroit où seule la compétence a raison. C'est-à-dire que même si vous avez un ensemble de personnes qui lèvent la main, ce n'est pas eux qui ont raison, c'est le plus compétent qui a raison. Et donc, quand on dirige une entreprise dans l'entreprise, on écoute le plus compétent, on n'écoute pas le volume, ni la masse. Et ça vous amène aussi à prendre des décisions basées sur des faits, c'est-à-dire à analyser, à écouter, à comprendre avant d'aller en avant et bien intégrer. Évidemment, il y a toujours une part de risque, le risque zéro n'existe pas, mais néanmoins, ça vous donne, je dirais, une manière de penser et d'être. Donc voilà ce que je voulais dire, et puis s'il y a des questions par la suite, je suis là. Alors, je vous remercie pour votre intervention. Je dois dire qu'on avait évoqué ce matin la notion d'adversité qui stimulait la créativité et le débat. J'espère qu'en ce sens, je vois que votre intervention était remarquable. Alors, on m'a dit aussi qu'on allait pouvoir disposer de 15 minutes supplémentaires qu'on va rajouter aux questions-réponses pour pouvoir avoir, and now I switch to English, so that we have an interactive debate. In English to make sure that, let's not forget our sponsors. I think it's the State Department in occurrence. We would fit their requirements, and we would also open up the floor to. One question. The main objective of this roundtable is how to bridge the gap between industry and university. The gap is clear for us as university. And it's a lose-lose situation if this gap is not bridging.
For us, we see our loss. For industrials, unfortunately, they are not seeing the loss. And that's a fact. I'm speaking Morocco and Tunisia together. So, but it's our destiny as university to highlight the need to bridge this gap. Because if we're going to wait until the market reality will convince the industry that they are losing, it will be too late for them. There are several attempts made from our universities in general to bridge this gap, but something is missing. And that's what we need today is for you to tell us what's wrong. Granted, there is a lack of managerial skills, human resource management, as you said, communication skills, as you said. We'll be discussing that tomorrow. Leadership skills for engineers, group communications, and others. But we've done, several attempts. Example, practical training at several enterprises, co-constructed programs tailored to the need of industry, yet our engineers are not employed. We involve industry in our advisory boards, and we try to get their advice, to implement their ideas. Yes, there is a problem, serious problem in our research, in our applied research, because as professors, we do research just to get from grade to grade, from assistant professor to associate professor to full professors. We don't care about whether the problem is practical or not. That's a reality. And we have to improve in that aspect. But also, we don't see the need from industry to solve their real problems. Granted, there are a lot of problems, local problems, and Tunisian and Morocco are more apt to solve these problems. So we've done also a lot of business plan competitions. We signed agreements between, for instance, in Tunisia, Utica and university, but all like a political coverage. So let me ask you about solutions. That's what I'm asking industry. Okay. What should we do? I mean, it's our destiny. The list of the problems must be... These are all, some attempts. So the question is, how? Because involving university in industry should be an investment for you. It should not be dépense. It should not be charged. You may want even to calculate the rate of return of this investment. So, because each time they take the role of accusing university. You're not doing well in teaching your students. They don't write so well. They don't communicate so well. They can only solve equations. But let me tell you, because Mr. Arafan pointed out to the real problems. And the $1 million question is, what's the added value of the engineer in the enterprise? Because our industry is not there is no real competition. I'm sorry to say this. You are making money with no real competitions. So you are not seeing the need of a real scientific, engineering, creative, innovative solutions. Yes, it's relative, I know. So let's pick it up from there. You mentioned added value, let's say leverage. Let's try to identify some of those leverages that are critical. Yeah, I mean, it's up to us, really. It's up to the university to show the industry their added values. So let's open the floor on that. Okay. Added value leverage. How can we develop it within academia to fit industry needs? Or how can industry join in with academia on trying to leverage its position? Any suggestion? Thank you very much.